effectivement. Alors, en fait, je vais faire deux choses. Je vais vous présenter un petit peu les objectifs de ce projet Algodiv, dans lequel je fais partie. Je suis membre de ce projet. Et puis, je vais aussi vous passer surtout pas mal de temps à vous montrer ma vision de la question de la diversité. Donc, ce projet, c'est lié à la diversité, cette notion de l'éthique qu'on attache à certains algorithmes. Et je vais vous montrer comment moi, je travaille cette notion de diversité en tentant d'exploiter les structures relationnelles qu'on peut observer sur des plateformes sur le web. Alors, donc d'abord, je commence par la présentation du projet. Le grand objectif du projet, c'est de comprendre comment l'information s'organise sur le web, ce qu'on appelle le paysage informationnel sur le web, avec cette idée, cette remarque plutôt, qu'il y a deux grands acteurs sur le web. Il y a d'une part les utilisateurs. Alors on prend en termes d'utilisateurs pour faire référence au fait qu'on consomme l'information, qu'on va chercher de l'information sur le web. C'est peut-être un petit peu impropre parce que les utilisateurs sont aussi constructeurs de l'information. Il y a toute l'économie du clic derrière et la façon dont on consomme l'information a un impact sur la façon dont s'organise le web et notamment l'information auquel on a accès sur le web. Donc c'est ça qu'on va chercher à étudier, quelle information produisent notamment les utilisateurs et quelle diversité de comportements on peut observer de ce point de vue-là. Et puis on s'intéresse aussi à un deuxième acteur du web qui est ces acteurs qui tentent d'organiser l'information. Et donc on va se demander quels sont dans les grandes plateformes qui organisent et qui sélectionnent, qui mettent en avant une information plutôt qu'une autre, comment est-ce qu'elles le font et quel biais ça induit sur l'information à laquelle peut accéder un utilisateur et le choix qu'il peut opérer. Alors pour faire ça, la démarche est construite en quatre grands objectifs. Le premier, c'est d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle diversité. Une fois qu'on a identifié cette notion éthique qu'on va chercher à capturer, qu'on va chercher à mesurer, comment est-ce qu'on la traduit concrètement? Qu'est-ce que c'est que cette notion de diversité? Et surtout, quelle est son acception dans différents contextes? Ensuite, il va s'agir, et ça c'est peut-être plus d'ailleurs la partie qui m'intéresse, moi, qui est mon expertise, c'est de savoir comment est-ce qu'on va capturer, une fois qu'on a bien défini ça formellement, comment est-ce qu'on va la capturer dans des métriques qui vont quantifier cette notion de diversité. Et alors là, il y a plusieurs familles d'algorithmes et d'organisation d'informations sur le web qui vont donner lieu à différentes métriques. Donc il y a typiquement celles qui sont basées sur le lien, donc qui font référence à une notion d'autorité. Donc certaines pages web acquièrent de l'autorité du fait de la dynamique de citation des autres pages web autour d'elles. Il y a une notion de réputation, où là on est beaucoup plus proche des réseaux sociaux, où là l'importance va être plutôt portée sur les nœuds centraux au sein d'un réseau social, et qui est aussi exploité par les algorithmes de recommandation pour vous faire des propositions. Et puis, alors là, c'est des avancées, enfin c'est du développement, l'évolution du web beaucoup plus récente, celle qui est basée sur la navigation. Donc maintenant, les algorithmes de recommandation se basent beaucoup sur votre profil très très fin de ce que vous avez effectué en termes de navigation et donc consommation d'informations sur le web. Donc voilà, donc ça, ce sont trois grandes familles assez typiques sur lesquelles se basent les algorithmes de recommandation. On aimerait être capable de catégoriser la notion de diversité qui s'attache à chacune de ces notions. Ensuite, il se trouve que dans le projet, on a comme partenaire deux groupes médias. On a le groupe média Le Monde et le groupe média Melty. Alors Le Monde, je pense que vous connaissez tous. Melty, c'est plus un média d'information envers les jeunes, c'est ce qu'ils disent sur leur page web. Donc c'est les adolescents et les débuts de la vie adulte. Donc c'est un autre type d'information, mais il y a cette notion. Alors ils sont partenaires du projet, donc ça veut dire qu'on a accès, alors non seulement à des données anonymisées, mais des données de navigation des utilisateurs, de consommation d'articles médias. Mais on a aussi l'opportunité de mettre en place des expérimentations. Donc dans l'objectif où on arriverait à comprendre un peu mieux quels sont les biais des algorithmes de recommandation lorsqu'ils proposent des articles, on n'est pas loin finalement d'imaginer de contrebalancer ces biais. On aimerait bien être capable de mettre en situation le fait de proposer des algorithmes qui réintègrent de la diversité si on observe qu'il n'y a pas de diversité. Et de voir comment est-ce que c'est compris, perçu par les utilisateurs et consommé par les utilisateurs. Et puis alors, de façon plus générale, je dirais, on a à travers ce projet l'ambition de contribuer à cette réflexion sur ces notions d'éthique des algorithmes. Alors ici, dans le cadre des algorithmes de recommandation sur le web, donc c'est une fenêtre très précise, mais ça participe quand même, notamment à travers le développement de méthodologies qu'on espère réapplicables dans d'autres contextes, ça participe à cette réflexion plus générale d'éthique et du rôle des algorithmes et de l'impact que les algorithmes ont sur nos sociétés. Alors, juste pour terminer sur la présentation,
du projet, pour juste que vous ayez une idée des participants. Donc il y a tout d'abord, et c'est le plus important, c'est le Media Lab, parce que le projet est porté par le Media Lab, donc notamment Camille Roth, qui est le principal acteur dans ce projet, Dominique Ardon. On a le CAMS, qui est un laboratoire de mathématiques sociales, centre d'analyse des mathématiques sociales de l'EHESS, à travers notamment la participation de David Chavalarias, qui est aussi très impliqué dans l'Institut des systèmes complexes sur le pôle Île-de-France. On a le LIPSIS, donc moi j'apparais là-dedans formellement, même si je ne fais plus partie du LIPSIS, parce qu'en fait j'étais maître de conférence à l'UPMC pendant 7 ans, et il y a 1 an et demi j'ai obtenu un poste au CNRS, donc ce qui m'a fait changer aussi de lieu, mais je reste quand même attaché au projet. Tabourier, donc Lionel Tabourier qui est au LIPSIS, Christophe Prieur qui est à Télécom maintenant, et on a des gens de Orange Lab, donc Thomas Beauvisage, Buscar aussi, qui travaillent là-dessus, qui ont une forte expertise notamment dans l'extraction de données sur ces plateformes en ligne. Et donc du coup, on a non seulement les partenariats que je citais tout à l'heure, le groupe Le Monde, le groupe Melty, et puis des terrains naturels de prédilection qui vont être ces grandes plateformes auxquelles on a accès, non seulement parce que c'est naturel qu'on est tous, plus les informaticiens, habitués à recueillir de l'information là-dessus, mais en plus on a une expertise forte de par la participation d'Orange Lab sur certains terrains particuliers comme Facebook, Twitter, et puis certains projets anciens qui ont aussi des connexions avec nous comme Linkfluence. Donc ça, voilà, ça c'est la grande motivation, je dirais, du projet. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce que moi j'essaye d'attaquer cette notion de diversité, et je vais mettre en avant plutôt la méthodologie. Quelles sont les questions que je vais réussir à poser en tirant parti des structures relationnelles, donc des réseaux. Alors, là, c'est vraiment la dernière partie, structures relationnelles, en particulier biparties, qui proviennent d'interactions entre des utilisateurs et des plateformes. Alors que ce soit des plateformes de recommandation, je dirais économiques, donc typiquement Amazon, qui vous recommande des produits lorsque vous avez acheté un produit, ou des recommandations de type informationnel, donc Facebook qui vous recommande des articles à lire, ou même, on cite souvent Facebook, mais en fait les médias traditionnels qui ont leur version maintenant en ligne, ils font la même chose. Avec des algorithmes un peu plus simplistes, je dirais, que ce que fait Facebook, parce qu'il se base beaucoup plus sur la popularité des articles, plus que sur l'affinité et la navigation de l'utilisateur, mais il n'empêche qu'il y a quand même, et les gens du monde nous le disent, hein, quand ils mettent en avant les 5 articles que vous devriez lire, ils sont très majoritairement consultés. Donc la recommandation faite, même simple, au travers d'un média traditionnel, elle a un impact sur ce que lisent les gens. Et alors moi, il se trouve qu'en fait, mon domaine d'expertise au sein de l'informatique, c'est la science des réseaux. Donc, il y a quelques années, je disais que les réseaux étaient partout. Maintenant, je mets de l'eau dans mon vin, je dis que je vois des réseaux partout. Et donc là, pour moi, il est évident qu'il y a un réseau, et en particulier un réseau, une structure particulière des réseaux. Alors moi, je les regarde d'un point de vue formel, donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt la théorie des graphes. Le réseau étant l'objet réel, les graphes étant la formalisation mathématique, mais c'est un petit peu la même chose. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, en général dans mes recherches, ce sont les graphes bipartis. Donc je suis friand de tous les contextes d'application dans lesquels, naturellement, je cherche quand même à avoir un vrai lien comme avec les données, il y a cette structure bipartie. Ici, on l'a, puisqu'on a d'une part des utilisateurs et d'autre part des plateformes. Et on a beaucoup de données, en fait, qu'on continue à collecter, mais qui existent, qui sont ouvertes, qui mettent en avant cette relation utilisateur, alors produit dans le cas d'Amazon, article dans le cas de médias. Je vais certainement garder la dénomination produit dans la suite, je ne me souviens plus. Et donc on a un graphe biparti, comme ça, qui traduit les interactions entre des utilisateurs et les plateformes. En fait, on a un second graphe biparti, qui est celui des produits ou des articles qui sont rattachés à des catégories. Alors des catégories de produits dans Amazon, des catégories d'articles dans le cadre des médias. Et en réalité, on a 2 graphes bipartis qui sont fortement liés et qui nous donnent ce qu'on appelle du coup un graphe triparti. Donc on aurait en haut des catégories, au milieu des produits et en bas des utilisateurs. Et les graphes tripartis mettent en avant les relations entre utilisateurs-produits, produits-catégories. Et toute ma démarche ici, c'est à partir du moment où on a des données qui peuvent... Donc c'est un choix quand même qui est opéré ici. Hein. Il y a, bien sûr, la relation entre un utilisateur et une plateforme est beaucoup plus compliquée que ça. Mais là, je ne retiens, moi, dans ces données, que ça, que cette partie relationnelle. Et ma question, c'est est-ce qu'il est possible de tirer parti de cette information-là pour dire quelque chose de la diversité qui s'opère sur ces plateformes? Donc, étudier en particulier le graphe biparti catégorie versus produit, donc les 2 étages du haut, les 2 étages du bas, produit versus utilisateur, et puis aussi, et c'est même sûrement le plus important, le plus intéressant dans cette démarche, c'est de regarder la relation entre comment cette double relation, enfin cette relation à 2 niveaux, a un impact sur la relation entre des utilisateurs et ce qu'ils perçoivent en termes de catégories.
D'accord ? Alors par catégorie, c'est peut-être pas forcément propre. Il faut aussi penser coloration politique quand on lit des articles, point de vue sur un média, sur la façon dont les médias traitent les affaires. D'accord ? Ça peut être des catégories explicites qui sont dirigées par les plateformes, mais ça peut être aussi des catégories plus implicites. Et donc il faut faire juste un petit travail sur cet objet, ce qu'on va appeler une projection, et on va regarder aussi également ce graphe biparti-là qui est induit par le premier. D'accord ? Et donc, toute ma question, c'est de savoir comment est-ce que, une fois qu'on a, soit parce qu'on regarde cet objet-là, soit parce qu'on regarde celui-là, est-ce que ces liens nous disent quelque chose de la diversité ? Alors, ils nous disent quelque chose de la diversité, mais comment est-ce qu'on va le capturer formellement ? Alors, pour ça, il faut réfléchir un petit peu quels sont les cas typiques qu'on a en tête quand on parle de diversité. En haut, je vous ai mis un exemple typique de diversité un petit peu idéale, où chaque article ou chaque produit aurait exactement 3 consommateurs, et donc il y a une répartition très uniforme, complètement uniforme, de l'information qui est disponible. En bas, à l'inverse, on a 3 produits ou 3 articles qui attirent l'ensemble des utilisateurs sur ces produits. D'accord ? Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a une métrique, est-ce qu'on a une façon d'analyser la structure du réseau qui nous permette de distinguer entre ces cas et en fait, bien sûr, de nous fournir un éventail entre ces deux exemples-là. Alors je ne vais pas détailler ça, ce n'est pas mon propos de rentrer dans cette partie technique, mais ça, c'est quand même le fond de mon travail au quotidien. Hein. Donc ça m'intéresserait de développer ça, mais je ne vais pas le faire. L'idée, c'est quand même il y a beaucoup de métriques qui existent en réseau, qui sont de près ou de loin connectées à cette notion de diversité. L'une de celles que j'aime bien, que je vais reprendre dans la suite, c'est celle de Erfindal, que j'utilise en partie pour essayer de capturer la diversité, qui nous vient de l'économie en fait, qui cherche à comprendre comment le marché comment un marché peut être capturé ou non par 1 ou 2 ou 3 acteurs en particulier. Donc quelque part, ça traite de la diversité des acteurs qui opèrent sur un marché économique. Et c'est ce que j'aime bien dans ce coefficient, c'est qu'on comprend le calcul qui est fait. On fait la somme des parts mises au carré de chacun des acteurs. Donc s'il y a un acteur qui détient 90% du marché, alors 0,9 au carré, ça fait 0,81, et déjà on a un score très très haut. Et ces scores très hauts nous indiquent qu'il y a déjà un acteur qui monopolise la plupart de l'information. Donc c'est ça que j'utilise. Alors il y a beaucoup de problèmes de normalisation, ça ne suffit pas d'avoir un score, il faut être capable de l'interpréter, donc il faut comparer ça avec les situations extrêmes, etc. Mais ce qui est important, c'est que dans ce cas-là, si on regarde le calcul qui est fait sur le meilleur cas, la diversité parfaite, on obtient 1. Si on regarde dans les 2 exemples que je donnais avant, si on calcule ça sur le pire exemple, on obtient 0. Donc on obtient bien un score entre 0 et 1 qui nous indique la propension de ce système à présenter une certaine forme de diversité. En réalité, ce n'est pas très dur d'avoir des métriques qui ont 0 dans le pire cas, 1 dans le meilleur. Toute la difficulté, c'est d'avoir quelque chose de nuancé entre les deux, parce que la réalité, elle n'est jamais dans ce cas-là. Donc tout mon travail, c'est ça. Et maintenant, je vais plutôt passer le reste du temps. Combien de temps il me reste d'ailleurs ? Je ne sais pas. 5. Bravo. Pour vous montrer quel genre de questions. Donc, partant du postulat qu'on a des données de ce type, partant du postulat qu'on a une métrique qui n'est pas encore trouvée, qui nous capture une notion de diversité, quelles questions on peut poser à ces objets ? Donc, la première, qui est la plus simple, qui est la plus naturelle, mais qui est quand même importante, c'est d'avoir une vision globale. On va étudier par exemple le graphe biparti des produits en termes de catégories, qui va nous révéler à quel point la plateforme propose des produits qui sont bien diversifiés en termes de l'ensemble des catégories qui existent. Ou est-ce qu'il y a certaines catégories qui prédominent dans ce système-là ? De même, on peut faire la même chose pour regarder comment les produits sont consommés par les utilisateurs, d'un point de vue global. Et puis on peut regarder le troisième que j'avais esquissé tout à l'heure, qui va parler plutôt de la relation entre utilisateurs et catégories, c'est-à-dire qui va nous dire quelque chose de la diversité des centres d'intérêt, tels qu'ils sont perçus par la plateforme. Alors ça c'est important, alors c'est global, donc ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire, parce que nous on veut aller, je vais vous le montrer après, on veut aller au niveau de l'individu, on veut comprendre quels sont les profils des individus en termes de diversité, mais c'est quand même important d'avoir une vision première globale pour ne pas dire des choses faussées sur la diversité ou la non-diversité qu'on va observer par la suite. Parce que si on regarde par exemple la diversité produit-utilisateur, on a un score 0,53 qui n'est pas très bon, qui montre que la diversité n'est pas très forte. Elle vient en fait, elle est expliquée par le fait que le produit P4, dans mon exemple un peu extrême, il accapare énormément d'acteurs. Mais en fait, quand on regarde la diversité qui s'opère à l'autre niveau, catégorie utilisateur, on se rend compte que la diversité, au contraire, elle est idéale. D'où ça vient ? Ça vient du fait que ce produit P4 qui attire énormément d'utilisateurs, il a en fait plusieurs catégories derrière. Donc c'est important d'être capable d'avoir une analyse globale pour contrebalancer certains effets. Donc ce n'est pas parce qu'on observe ensuite un utilisateur qui ne présente pas une forte diversité, ça vient peut-être du fait que globalement, la structure est construite de cette façon-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet effet-là pour ne pas biaiser la lecture qu'on va avoir ensuite au niveau individuel de la diversité.
Alors justement, si on passe au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qui est très naturelle dans le domaine des réseaux, c'est d'avoir une approche dite égocentrée. Donc on va se positionner sur un nœud et on va regarder les interactions, mais au voisinage de ce nœud. Donc là, en particulier, si on se concentre sur deux utilisateurs, j'ai pris cet exemple exprès pour montrer que deux utilisateurs qui avaient la même, disons, dynamique d'interaction, ils ont tous les deux consommé deux produits, ils ont été, tous les deux seront attachés à deux produits, ils ont en fait une diversité à l'opposé de l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que le premier, ces deux produits l'amènent sur une seule catégorie, alors que le deuxième, ces deux produits l'amènent à avoir une vision, à avoir une relation avec l'ensemble des catégories possibles disponibles sur cette plateforme. Et donc on est capable, en se positionnant sur les nœuds, d'avoir quelque chose qui mesure le profil de diversité. Alors de l'utilisateur, si on est sur le niveau de l'utilisateur, on peut faire la même chose au niveau des catégories. Essayer de comprendre quelle catégorie offre, une à une, des diversités différentes. Donc on peut avoir le même genre de compta, certaines catégories qui sont bien, qui répartissent bien l'offre au niveau des utilisateurs et d'autres catégories qui ne le sont pas. Et puis, alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais peut-être passer sur ces questions annexes, mais disons qu'il y a un ensemble de questions ici qui portent sur la diversité des choix opérés par les utilisateurs. Mais on n'est pas encore du côté algorithme de recommandation. Ici, c'est vraiment ce qu'on observe sur les traces d'utilisation des utilisateurs. Si on passe côté recommandation, alors il faut simplement changer le point de vue qu'on a. Les liens que je présentais tout à l'heure entre utilisateurs et produits ne sont pas des liens de produits achetés ou d'articles consommés, ça va être des liens de recommandation faits par les algorithmes. Ça va être l'ensemble des liens, l'ensemble des propositions qui sont faites par l'algorithme entre un utilisateur et des produits. Et dans ce cas-là, on peut refaire tout le même genre d'études, mais simplement en interprétant un petit peu différemment les résultats en termes de diversité. Alors ça demande, dans l'idéal, d'avoir des traces réelles. C'est ça qu'on aimerait avoir. C'est extrêmement compliqué, évidemment, d'obtenir des traces, d'aller demander à Facebook de nous fournir les algorithmes avec tout le tuning et tout leur savoir-faire en termes de paramétrage et d'obtenir toutes les traces. Donc c'est quelque chose de compliqué. On a des bouts, on a quand même des bouts. Amazon, par exemple, révèle une partie de ses recommandations. Donc on a par certains partenariats des images assez restreintes, mais réelles quand même, de véritables algorithmes de recommandation. L'autre alternative, c'est de faire des simulations. Alors, c'est pas la version pauvre de ce que je viens de dire au-dessus, parce que ça a quand même, alors c'est moins bien qu'une trace réelle pour ce qu'on va dire du monde réel, des plateformes réelles en ligne. Par contre, c'est un avantage plus fort en termes de ce qu'on va être capable d'expliquer. Parce que prendre un algorithme qui est celui qui est implémenté, il est extrêmement complexe avec des tas de paramètres, et il est très difficile de savoir, si on observe une diversité ou une non-diversité, d'où ça vient. Alors que lorsqu'on simule, lorsqu'on reprend les ingrédients principaux et qu'on les enferme et qu'on resimule un algorithme de recommandation qui se focalise sur tel aspect des recommandations possibles, alors on va voir l'impact que cet ingrédient-là particulier va avoir sur la diversité. Donc ça a un intérêt quand même pour nous d'être capable de croiser les différents types d'algorithmes de recommandation et de voir quel impact ça a sur les utilisateurs. Et ça nous permettrait, si on arrive à confronter les deux, donc à la fois choix opéré par l'utilisateur, à la fois recommandations faites par les algorithmes, d'attaquer cette grande question qu'on retrouve dans les débats beaucoup, et aussi dans les articles scientifiques, qui est celle des bulles filtrantes, qui est de savoir qui des algorithmes ou des utilisateurs enferment ou s'enferment dans ce qu'on appelle les bulles filtrantes, donc qui enferment les utilisateurs dans une vision souvent un peu stéréotypée, un peu restreinte, de ce que sont les choix possibles. Donc là, il y a soit le fait de confronter les deux traces utilisateurs, traces algorithmiques, pour essayer de comprendre comment, si la diversité observée sur les utilisateurs est la même que celle observée sur les algorithmes, d'essayer de faire jouer les deux, pour essayer de voir comment, alors c'est pour ça qu'il nous faut un petit peu de données temporelles pour ça, mais de voir comment est-ce que la progression en termes de diversité d'un utilisateur est corrélée, impactée par la progression en termes de diversité des algorithmes. Et donc, on aimerait à terme être capable de dire quelque chose sur cette notion d'évolution de diversité. Est-ce que la diversité des recommandations, elle vient des utilisateurs ou est-ce qu'elle vient des algorithmes? Ou plutôt, la question, on va la prendre souvent dans l'autre sens. Est-ce que la non-diversité, dont on parle beaucoup, elle vient du fait des algorithmes qui ont tendance à enfermer les utilisateurs? Ou au contraire, est-ce que c'est les utilisateurs eux-mêmes qui s'enferment? C'est la réponse de Facebook, qui dit que c'est pas Zuckerberg a été pris à partie après l'élection de Trump en disant mais votre algorithme il fausse énormément la représentation des débats. Il a dit mais c'est pas mon algorithme qui enferme les gens,
c'est les gens qui s'enferment parce qu'ils cliquent tout le temps sur le même type d'informations. On a beau proposer des choses diversifiées, en fait, eux-mêmes s'enferment. Donc on aimerait être capable, ici, le débat est assez passionnel encore, donc on aimerait ici apporter des éléments de réponse un peu factuels pour essayer de montrer quelle est cette dynamique entre les deux. Pour vous donner un exemple, concrètement, des jeux de données auxquels on a accès, donc là, voilà, ça c'est tiré de Amazon, donc c'est des données que j'ai récupérées d'Amazon. Donc Amazon, sur ce jeu de données, c'est plusieurs centaines de millions d'interactions utilisateurs-produits. Là, je me suis concentré sur la catégorie musique et un utilisateur particulier. Donc on a le type d'information, c'est ça. Ça, c'est un graphique qui parle d'un utilisateur qui s'appelle A3HU tatata, et chaque point bleu, c'est un produit auquel cet utilisateur est relié. On a une évolution dans le temps, et ici, on a une évolution en termes de catégorie. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est exactement ça. Ça, c'est typique de l'information à laquelle j'ai accès et que j'aimerais exploiter pour parler de diversité. Donc là, on a quelqu'un qui se concentre énormément sur le rock, le blues, pendant longtemps, pendant plusieurs années, avant de commencer à s'intéresser. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vient de recommandations, si ça vient de... voilà, on aimerait justement être capable de relier ce genre d'évolution avec une compréhension qu'on a de l'impact des algorithmes. Je finirai sur ce transparent-là. Alors, je ne vais pas resynthétiser ce que j'ai raconté ici, mais juste citer qu'on a un postdoc qui va démarrer dans pas longtemps. On est dans une démarche de campagne de recrutement de postdoc qui aurait lieu au Lipsis sur ces sujets pendant 1 an, dans le cadre de ce projet. Donc, s'il y a des gens ou des étudiants que vous connaissez qui sont intéressés, on est ravis de les connaître. Voilà, je vous remercie. C'est super